Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de toujours voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Desquer. Stéphanie est l'auteur du livre Du Burnout à Digital Nomade. Comment faire de la dépression un outil puissant de transformation. Rien qu'avec le titre de son livre, tu connais les grandes lignes de notre discussion. Stéphanie nous raconte comment son envie de voyager l'a poussée à tout quitter en France pour partir travailler en Nouvelle-Zélande. C'était l'accomplissement d'un rêve, mais la réalité a été tout autre. On découvre alors les raisons de son burn-out, de sa dépression et les outils qui lui ont permis de se reconstruire, notamment grâce au développement personnel et à une meilleure compréhension de soi. Stéphanie nous partage alors pourquoi elle a décidé de devenir nomade digital et comment elle a monté son business en partant de zéro, afin de devenir libre de toujours voyager. Bonne écoute. Salut Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à toi, Joris. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans et depuis 2 ans et demi à peu près, je suis digital nomade. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Du Burnout à Digital Nomade, qui est tout simplement mon histoire et un partage des expériences que j'ai vécues ces dernières années et des raisons qui m'ont fait devenir digital nomade. Donc, dans ce livre, je parle de ma dépression et du burn-out qui a entraîné des changements de conditions de vie et une vision différente. Et donc, depuis 2 ans, je découvre ce style de vie et j'apprécie tous ces aspects ainsi que tous ces challenges. C'est vrai que c'est pas tout le monde pense que c'est des grandes vacances. Ah, pas du tout. C'est pas des grandes vacances. Je pense qu'on va aborder le sujet un peu plus profondément. Alors, j'ai lu ton livre avec beaucoup de plaisir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la première partie est vraiment très romancée. J'avais vraiment l'impression de lire un roman. En fait, tu partages ton histoire, comment tu es arrivé à cet état de dépression. Et toute cette partie est vraiment très romancée. J'avais pas l'impression de lire un livre comme j'ai l'habitude de lire. En fait, moi, je lis pas mal de livres anglais, des Ouais. trucs sur la technique, sur le business, des choses comme ça. Et ça m'a beaucoup changé. Ça m'a fait du bien. Je me suis rappelé que j'aimais bien aussi lire des romans. Donc, Ah, je suis ravie d'entendre ça. toute cette partie, j'ai trouvé ça. Et c'est venu naturellement. C'est-à-dire, c'est venu Et naturellement. c'est-à-dire que naturellement, j'ai su que j'avais envie de créer une histoire comme un Ouais, roman, mais qu'en même temps, parce que ce que je voulais faire à la base, c'est vraiment expliquer aux gens comment on se fait piéger dans le burn-out, ouais. comment comment on se piège soi-même en fait, dans tous ces aspects de la vie, dans les choses qu'on respecte pas, les limites qu'on ne met pas dans notre propre vie et au travail. Et je voulais que les gens puissent se reconnaître. Et plutôt que de parler à la troisième personne ou de faire un livre de méthode, je me suis dit que la meilleure manière de connecter les gens à cette histoire, à mon histoire et au burn-out, c'était de raconter Ouais. et de le rendre assez romancé justement pour qu'on s'ennuie pas. Non, bah, je me suis pas du tout ennuyé, hein. Rapidement, et vraiment, tu sais, j'arrivais à un moment à me dire, ah, mais j'avais oublié que j'étais en train de lire, tu vois. Et ça C'est vrai. faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et justement, Oh, super. c'est important parce que, en fait, le burn-out, ça commence à faire quelques années qu'on en parle, qu'on sait que c'est une maladie qui existe, mais il y a beaucoup de personnes qui savent même pas qu'ils sont en situation de burn-out, et il y a beaucoup de personnes qui savent pas encore Exactement. ce que c'est, et c'est mieux de le savoir pour l'éviter, en fait. Et est-ce que tu peux nous expliquer pour toi, et en général, qu'est-ce que c'est que le burn-out et comment on peut se rendre compte qu'on est en situation de burn-out? Oui. Alors, tout à fait. Le burn-out, en effet, c'est très insidieux parce que ça s'immisce dans nos vies, semaine après semaine, mois après mois, et on ne s'en rend pas compte. Mais pour définir en quelque sorte ce qu'est le burn-out, je l'explique au tout début du livre, c'est en fait c'est le fait de repousser constamment ses limites et de toujours vouloir donner plus au travail, même personnellement. Ce qui crée, sur le long terme, en fait, ça crée des déséquilibres psychologiques et émotionnels qui font que progressivement, on tombe dans une espèce de frustration quotidienne, de stress au travail, de tension dans le corps. Et
ça crée en fait un déséquilibre psychologique et émotionnel qui fait qu'on ne se reconnaît plus au bout d'un moment. On est tout le temps en train de dépasser nos propres limites. On perd le sens de la joie, on perd un peu le goût de la vie et au bout d'un moment, on ne sait plus qui on est. Ouais, et puis on tombe vraiment C'est ce qui m'est arrivé. dans un état de dépression complètement. Et ensuite, si on le prend à temps, je connais beaucoup de personnes qui ont réussi à prendre ça à temps, c'est possible de ne pas tomber en dépression. Ouais. Si on est bien entouré ou qu'on se rend compte rapidement de ce que c'est ou que quelqu'un nous explique ou qu'on a accès à des ressources, on s'en rend compte et on peut en sortir rapidement. Mais c'est vrai que si on laisse les choses et qu'on n'a pas la chance d'identifier ce que c'est, on continue et puis on court à sa perte. Et ça, comme tu le dis, ça amène à une dépression, une crise existentielle. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des profils de caractère ou de personnes qui sont plus sujettes au burn-out? Oui, tout à fait. Pour écrire ce livre, j'ai fait des recherches. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews de plusieurs personnes dans mon entourage. Je fais appel à mon réseau personnel. Et plusieurs personnes ont répondu. Donc, j'ai mené mes petites enquêtes, j'ai lu des livres. Et je me suis aperçue qu'en effet, une grande partie des personnes qui sont touchées par le burn-out sont des gens assez sensibles et surtout aussi des empathes, des personnes qui naturellement vont toujours avoir envie de satisfaire les autres, de plaire, d'assister en fait et d'aider. Et malheureusement, ces traits de caractère qui sont magnifiques peuvent rapidement nous pousser à en faire trop. Donc, ouais, ce sont surtout des personnes en fait qui n'ont pas forcément l'habitude de dire non, ou qui vont toujours aller à l'encontre de leurs propres sentiments, ne pas s'écouter et pour écouter les autres et satisfaire leur entourage. Ouais. Qui mettent d'abord l'intérêt des autres avant leur intérêt personnel. Exactement. Ouais. Moi, je me suis retrouvé un peu dans ce que tu disais par rapport à ça, le fait de jamais dire non, c'est quelque chose. Mon ancien patron me disait toujours, Joris, t'es trop gentil, je disais toujours oui à tout. Et en fait, mais par contre, j'ai pas le côté hypersensible. J'arrive à me détacher vraiment très facilement de certaines tâches, même de ce que pensent les autres de moi, de ce que disent les autres de moi. J'arrive à me détacher très facilement de ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit non, moi je pense pas que je sois quelqu'un qui soit sujet au burn-out. Et j'arrive vraiment à pouvoir me déconnecter, à me dire bon bah voilà, par exemple là pendant 2 semaines, j'ai quasiment pas travaillé, je travaillais 2 heures par jour parce que je sentais que j'avais besoin de me reposer et de me recharger un peu les batteries avant de repasser dans une session vraiment de travail intense. Mais bon, j'ai pas la pression du travail comme toi t'avais justement, t'es parti en Nouvelle-Zélande donc dans l'événementiel et ça c'est un domaine de travail qui est vraiment très demandeur en énergie. Et tu peux pas dire à ton patron non bah là je vais arrêter de bosser pendant 2 jours ou demain je vais rien faire parce que j'ai pas envie. Et est-ce que tu peux nous parler de cette période déjà pourquoi est-ce que toi t'es parti en Nouvelle-Zélande, donc tu avais un bon travail en France et tu t'es dit ok bah non je vais partir à l'autre bout du monde. Quel a été ton état d'esprit à ce moment-là? Alors je l'explique au tout début du livre. Ça commence il y a 5 ans lorsque j'étais à Toulouse. Et je me suis tout simplement rendu compte en fait que ma vie, comme tu le dis, j'étais très heureuse au travail, j'étais assistante de projet, j'organisais des conférences médicales et scientifiques internationales, donc on avait une équipe de 100 personnes et j'adorais ce que je faisais. Mais je me suis vite rendu compte que entre la réalité que je vivais, où j'avais un salaire qui me rapportait à peu près 1 700 € par mois, et mes factures, j'avais pas assez d'argent à la fin du mois pour pouvoir voyager ou pour prendre des vacances et partir à l'étranger. Ouais. Et comme je suis quelqu'un qui adorait voyager, c'était très frustrant. Donc en fait, c'est vraiment cet aspect-là qui a fait que j'ai décidé de partir et d'aller faire le même métier mais ailleurs. Donc je suis partie en Nouvelle-Zélande très rapidement. J'ai pris ma décision et en 4 semaines, j'étais partie. Et ça, je l'explique aussi dans le livre. J'explique toute la psychologie derrière et tout ce que je pensais à l'époque. Et on est beaucoup à penser comme ça. J'ai déjà beaucoup entendu d'histoires. Oui, surtout dans le milieu des nomades digitaux, oui. Ouais. On a tous ce besoin de découverte et de liberté. Et je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et là, je suis devenue wedding manager et events manager. Donc, j'ai organisé des mariages, j'ai organisé des lancements de produits pour
une société qui était en fait une société familiale d'hospitality, un restaurant et un pavillon de réception. Et c'est là que ça a commencé. En fait, tu t'es dit, ah yeah, j'ai réussi ce que je voulais faire, je suis à l'autre bout du monde et j'ai trouvé un travail. Donc ça, J'étais heureuse, j'ai cru que c'était fini, que j'avais réalisé mes rêves, que tout allait bien se passer. c'est un peu, ouais, c'est exactement ça. Et au final, t'as la réalité qui te rattrape et au final, t'as pas beaucoup de Et temps pour voyager non plus là-bas parce que t'es à fond dans le travail. exactement, comme si je travaillais en France, c'est pareil, ça peut arriver dans n'importe quel pays. Ouais, Je me suis mise à trop travailler, j'ai laissé mes obligations prendre le dessus. Et ça qui est le plus difficile, c'est que ce sont des obligations, donc elles prennent forcément le dessus. Comme j'organisais des mariages, il était hors de question que je dise non. Et mon rôle était de faire en sorte que les gens passent le plus beau jour de leur vie et que la mariée soit heureuse. Donc, je me mettais moi-même la pression et j'avais pas le droit à l'erreur. Et ouais. je Et, faisais et, tout pour délivrer des et, événements et comme parfaits. t'es pas quelqu'un qui dit non, et je pense que le patron a bien compris, dès qu'il demandait des missions supplémentaires, des choses à faire en plus, bah oui, bien sûr, je vais le faire parce que je suis quelqu'un de Exactement. j'ai envie de prouver ce que je sais faire et j'y vais. Et sauf que Et t'as qu'un cerveau, exactement, le besoin de plaire, le besoin de satisfaire l'employeur. Je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. ouais, Donc forcément, on prend les projets, on prend davantage de charges de travail et on se rend même pas compte qu'en fait, c'est beaucoup trop. ouais. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont du mal psychologiquement parce qu'ils ont un besoin de reconnaissance qu'ils n'ont pas. Et il y a des Mm. personnes, eux, ils veulent juste donner tout ce qu'ils ont, mais c'est que physiquement, ils peuvent pas, quoi. Et t'as le Mm. physique et le mental Qui suivent pas. qui suit pas. Ouais, il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Tout à Mais fait. tu t'en rends pas compte du jour au lendemain. C'est un peu l'histoire de la grenouille qu'on met dans Non, une casserole d'eau qu'on fait chauffer. On met de l'eau, enfin, l'eau qui commence à bouillir et la grenouille, elle s'est pas rendue compte qu'elle est en train de bouillir. Alors que si on l'avait mis directement dans de l'eau bouillante, elle aurait sauté, elle serait partie, tu vois. Et c'est un peu le système de c'est exactement l'entrepreneuriat. ça. J'aime beaucoup cette image de la petite grenouille, la C'est petite française. c'est ça, mais en fait, c'est ça dans la vie. Enfin, c'est dans la vie de tous les jours. On est tous capables de récupérer des petites charges supplémentaires, des petites, jusqu'au moment où on explose. Alors que si on a vu la grosse charge tout de suite, ben, Bien sûr. on aurait été incapable de suivre tout de suite. Donc toi, c'est vraiment ce qui est arrivé. Et c'est exactement ça. Ouais. Et donc, c'est C'est exactement ce qui t'est arrivé. Et comment tu as ressenti les premiers symptômes, on va dire, du burn-out, où tu t'es dit, OK, là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Alors, en fait, j'ai pas eu de moment où j'ai ressenti que j'avais des symptômes. Je suis vraiment allée jusqu'au bout du bout. Je suis tombée, je me suis ramassée et c'est là que j'ai réalisé ce qui s'était passé. D'accord. Donc, ce qui est pire. Parce que forcément, j'étais déjà en 1000 morceaux et du coup, je pouvais plus rien faire. Mais parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté un travail qui était très demandeur. Je travaillais 70 heures par semaine. Oui. J'avais quasiment pas le temps de dormir ou de manger la journée. J'ai d'ailleurs perdu beaucoup de poids. Ensuite, pour m'éloigner de ce travail-là, j'ai retrouvé un autre travail, mais qui a été aussi difficile émotionnellement et psychologiquement, où on m'a fait du harcèlement. Et ensuite, j'ai pas pris le temps de me reposer et je suis repartie dans mon travail initial avec une saison de mariage bien plus difficile. Et ensuite, j'ai démissionné. J'ai eu la force de démissionner. Et j'ai retrouvé un autre emploi où je pensais que là, ça irait beaucoup mieux. Et en fait, le temps m'a tout simplement prouvé que non, pas du tout. C'était encore pire. Je suis devenue chef des opérations et des événements pour une société de traiteurs à Auckland. Et là, c'était x3. Ouais. Intensité x3. J'ai tenu 3 mois. J'ai arrêté. Et c'est là que j'ai en fait estimé les dégâts. Une fois que j'ai vraiment pressé toute la force que j'avais, toute l'énergie vitale qui restait en moi, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais plus d'énergie vitale même pour aller mieux, en fait. Ouais. Et là, c'est très dur de remonter la pente, surtout que tu es à l'autre bout du monde, tes amis, ta famille sont loin. T'as pas forcément de quelqu'un sur qui t'appuyer, à qui parler. C'est pas évident. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est ça qui, justement, m'a précipité encore plus dans le burn-out. C'est que j'avais personne pour
pour me dire hey, Steph, attention, tu devrais te reposer, ou Steph, attention, ralentis, ou Steph, regarde, ça va pas. Et J'avais vraiment aucun point de référence. est-ce que tu aurais été capable d'écouter ces personnes ou est-ce que tu te dis que si tu avais été en France dans la même situation, tu aurais pu Oui. éviter? Ouais. Oui, parce que j'étais à l'époque avec mon compagnon néo-zélandais et je me souviens que je lui demandais souvent, je lui disais que j'étais fatiguée, que j'en pouvais plus. Et en fait, lui me poussait à continuer. Il me disait, n'arrête pas, tu vas peut-être le regretter, continue, tu verras bien. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement fatigué, en fait, on a tellement plus d'énergie pour réfléchir qu'on est en mode pilote automatique, on est en mode survie et on n'a plus du tout les connexions pour se rendre compte. Donc, en fait, on cherche un appui extérieur et on est limite à la merci de ce que nous disent les gens. Et c'était vraiment ça. Ce que j'entendais, je continuais. Du coup, j'étais incapable de prendre mes propres décisions et de réaliser dans quoi j'étais en fait. Mais si ça avait été l'inverse, si on m'avait dit, si on m'avait encouragé à m'arrêter ou qu'on m'avait parlé d'autres histoires, je pense que j'aurais percuté. Parce que c'était ça au fond de moi que j'avais besoin d'entendre. J'avais besoin d'être confortée et qu'on m'aide un petit peu, qu'on prenne la main et qu'on m'aide à avancer. Là, tu étais vraiment en mode robot, tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as à faire et tu penses même pas aux jours qui viennent, quoi. Tu vas te coucher, tu dors, ce que tu peux et tu recommences le lendemain. Tu es en mode survie tous les jours, en fait. C'est ça. Et donc, comment ça s'est passé? C'est le moment où tu te dis, OK, j'arrête tout, je démissionne. Tu étais dans quel état d'esprit et qu'est-ce que tu as fait pour essayer de te sortir de cet état d'esprit? Alors, lorsque j'étais organisatrice de mariage, la première fois, j'ai démissionné suite en fait à un gros coup émotionnel. C'est-à-dire que mon mental était tellement puissant et mon mental avait la capacité de relever tous les défis qu'en fait, c'est un choc émotionnel, une situation qui s'est passée dans le restaurant où, avec un de mes collègues, on m'a mis une tâche en plus dans ma charge quotidienne de travail et ça a été l'explosion interne. Donc, les jambes qui ont failli s'écrouler en plein milieu de la pièce. J'ai couru à l'extérieur, je suis allée prendre l'air pendant 1 heure. J'ai vécu pas mal de choses en 1 heure, je l'explique dans le livre. Ouais. Et c'est ce choc émotionnel tout d'un coup qui m'a fait me rendre compte que je pouvais plus me lever et que je pouvais plus partir travailler. Donc, il a fallu que ça m'arrive pour que je me rende compte que je n'en pouvais plus. Et donc, j'ai démissionné. Ce jour-là, le jour même, je leur ai dit que je leur laissais pas le temps, que je partais dans 1 semaine. C'était une question de vie ou de mort. Et donc ça, c'était la première fois, première démission. Et 1 mois après, je retrouve un travail d'Operations Manager dans lequel je me donne encore à 200%, comme si la première fois n'avait pas suffi. Parce que c'est ça, quand on a un mental puissant aussi et qu'on ne s'écoute pas, qu'on n'a jamais appris à s'écouter, la machine se repose un peu, elle repart et ensuite elle repart exactement dans les mêmes travers. Dans les mêmes travers, c'est ça. Et ça, j'ai connu beaucoup de gens qui ont fait la même chose avec leur burn-out. Il en a fallu un deuxième il fallu une deuxième situation pour que ça percute réellement. Ouais, faut comprendre que le problème vient aussi de nous et qu'il faut changer notre façon d'être, notre façon de percevoir les choses. Exactement. Voilà. C'est un gros travail sur soi. Je pense c'est un gros travail personnel qui s'enclenche. C'est ce que la deuxième expérience m'a appris. J'ai poussé encore un peu jusqu'au moment où j'ai à nouveau perdu toute la joie, toute la raison de vivre en fait. Et là, j'ai intentionnellement posé ma démission et je m'en suis sortie juste in extremis avant de rentrer en France pour quelques semaines. Donc, ce voyage en France, ça t'a fait du bien? C'était avant de repartir en Australie, c'est ça? Alors, je quitte mon emploi. Je repars 2-3 semaines en France voir ma famille que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais poussé mes efforts beaucoup trop loin et à quel point je m'étais ignorée, à quel point je m'étais en fait négligée. Et ça a été très bénéfique. Je suis revenue en Nouvelle-Zélande avec ce projet de partir en Australie qui finalement ne s'est pas fait et qui a fini de m'épuiser encore plus. L'attente était beaucoup trop longue. Et quand le projet Australie s'est annulé, en fait, là, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que ça me tenait envie de savoir que j'allais partir de la Nouvelle-Zélande et que j'avais un nouveau projet. Et finalement, non. Et là, j'ai fondu et j'ai trouvé ce centre de yoga, justement, qui a été un peu la dernière solution, de dernier recours. Tu sais, quand tu n'as plus aucune solution, plus aucune alternative, que tu as l'impression que c'est fini pour toi.
J'ai vu ce centre de yoga. La dernière branche à laquelle se rattraper avant de tomber, quoi. C'est ça. Et donc, Et donc, est-ce que tu faisais déjà du yoga à la base, de la méditation, des choses comme ça, ou t'as découvert ça là-bas? pas du tout. J'avais peut-être fait 1 ou 2 cours de yoga dans ma vie et j'avais fait des shamanic journeys, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des méditations chamaniques, qui sont autres en fait que des méditations guidées par une chamane et pendant 1 heure avec un tambour sur lequel elle joue. Et ça permet de partir dans des transes profondes en fait et des états de relaxation intense. Et j'y allais depuis quelques mois, 1 fois par mois. J'étais comme attirée comme un aimant par cette relaxation que je ressentais. Et donc, naturellement, je suis allée à ce centre-là où il y avait cette personne-là et ça m'a amenée à rester 6 mois dans ce centre, à faire du bénévolat et à me recueillir et à apprendre le yoga et la méditation. Il y a pas mal de personnes qui voyagent de cette façon. En fait, tu vas dans des lieux, tu travailles pour eux, et en échange, t'es nourri, logé. Exactement. Et c'est Ça s'appelle du woofing. Principe. Ouais, le woofing. Il y a des sites, je crois que j'en avais déjà parlé sur le podcast. Tu as des sites justement où tu as alors ça peut être des maisons d'hôtes, ça peut être énormément de choses, des gens qui mettent des annonces sur Internet et toi tu dis bah, ok, moi j'ai ma force de travail à proposer en échange du logement et de la nourriture. C'est ça. Et comme site, tu as helpix.com, tu as Ouais. Workaway également et ça fonctionne ça peut être des fermes pardon, qui ont besoin de personnes pour les aider avec de l'agriculture ou pour s'occuper des animaux. Ça peut être des centres de yoga qui ont besoin de main-d'œuvre ou de personnes pour les aider avec la logistique ou la maintenance. Ça peut être des écoles de surf. Ça peut être énormément de choses. Ça peut même être des particuliers en France aussi. Ça fonctionne aussi en France. C'est un échange de travail contre un logement et généralement de la nourriture aussi. Ouais. Et le contexte culturel. Et donc, toi, dans le centre de yoga, c'est là que tu as rencontré un nomade digital. Tu savais pas ce que c'était. Tout à fait. C'est lui qui t'a fait découvrir cette nouvelle perspective, en gros. Alors c'est lui qui m'a fait me rendre compte qu'il existait d'autres manières de travailler. Parce que je m'apercevais que je n'arrivais plus à travailler, même en fait, travailler, être bénévole au centre de yoga, dans lequel naturellement je m'étais retrouvée à être manager administratif et manager des bénévoles parce que j'avais ça en moi. Donc on m'a propulsée là-dedans et c'était encore plus fatigant. Ouais. Je n'avais pas la force. Encore une fois, ouais, c'était pas le meilleur moment, quoi. C'est peut-être quelque chose que tu aurais pu faire en temps normal, mais là, tu n'étais pas dans les conditions pour avoir encore des charges de travail. Exactement. Et ça montre encore que je ne savais pas dire non et que je ne savais pas Ouais. identifier d'où venait le problème. Ouais, parce qu'au final, tu étais dans un centre de yoga, mais tu passais pas ton temps à te reposer, à méditer, à réfléchir sur toi. Tu travaillais encore, quoi. Je travaillais 4 à 5 heures par jour. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup d'heures et beaucoup de stress Ouais. aussi à gérer la logistique et les opérations d'un centre. Surtout que tu es avec des personnes qui sont pas motivées pour bosser parce que c'est pas souvent des gens, enfin, c'est pas des gens qui sont payés pour bosser. Donc, va dire à un bénévole, toi, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, tranquille. Il faut que tu sois là à 1 heure pétante. Ouais. Ah bah, il a oublié. Oui, j'avais énormément de stress dû à cette logistique parce qu'il y avait une trentaine de bénévoles. Et comme tu viens de le dire, les gens qui voyagent, qui sont bénévoles, qui font du woofing, n'ont pas forcément, enfin ça dépend des personnalités bien sûr, mais une grande partie n'avait pas forcément envie de s'investir ou de fournir trop d'efforts. Ils étaient là parce qu'ils avaient le logement en échange et ils n'étaient pas là pour prendre le stress et les responsabilités, ce que je comprends. Donc ça rendait ma vie un peu compliquée. Ouais. Moi, j'avais découvert ça quand j'étais au Panama, dans un hôtel sur l'eau. Et en fait, ouais, l'équipe qui était là, il y avait cinq jeunes. Et il y avait un Chilien, un Anglais, une fille du Nicaragua, je crois. Et on a un peu discuté le soir. Et donc, on leur dit qu'on était nomades digitaux, qu'on travaillait sur Internet. Et eux, ils nous enviaient de pouvoir voyager parce qu'au final, ils étaient sur place pendant 3 semaines, ils pouvaient pas bouger et qu'ils pouvaient pas profiter vraiment. Mais nous, on les enviait aussi parce qu'ils étaient tranquilles, quoi. On les voyait, ils faisaient leur petit canoë la journée avec nous, ils se reposaient le soir, tranquilles. Enfin, ils avaient l'air pas mal aussi. Mais c'est ça, en fait, c'est 2 choses différentes et chacun trouve ce qui lui correspond. Ouais. Mais c'est vrai que faire du woofing, souvent, enfin, c'est très utile quand on commence à voyager
Mais c'est vrai qu'aussi, ça a des contraintes. Ça demande d'être professionnel, ça demande de s'engager sur une période de temps. Et moi, j'avais souvent le problème que les gens s'engageaient sur un mois. Et en fait, au bout de 2 semaines, ils voulaient continuer à faire leur truc, à continuer leur voyage. Ils avaient vu ce qu'ils avaient vu et ils partaient. Oui, c'est ça. Donc, c'était un peu compliqué. Je pense que c'est très intéressant à faire quand tu es jeune, peut-être quand tu viens de finir tes études. Tu prends une année à voyager comme ça peut être vraiment très intéressant. Et donc, toi, c'est là où l'idée du nomadisme digital a commencé à trotter dans ta tête, où tu l'as gardé dans un coin de ta tête, tu es passé à autre chose, tu as continué ta vie et c'est revenu plus tard? Alors non, je l'ai gardé dans ma tête et ça ne m'a plus quitté. J'ai rencontré ce bénévole brésilien qui était nomade digital et qui avait une chaîne YouTube et qui faisait beaucoup de marketing online. Mmh. Et il était d'ailleurs bénévole dans l'équipe marketing du centre de yoga. Et il m'a expliqué en fait comment il voyageait, comment il arrivait à joindre les deux bouts, à faire sa passion, à vivre de sa passion et à découvrir d'autres endroits. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout à fait possible pour moi également. Mais la seule chose qui me manquait, c'était une activité. Ouais, c'est trouver qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie en ligne. Voilà, qu'est-ce que j'ai qui est original et que je peux proposer et dont les gens auraient besoin. Ouais. Donc, j'ai passé plusieurs mois à me poser la question. Enfin, j'ai rapidement trouvé. Et ensuite, j'ai dû commencer à monter une offre et un site internet et à structurer mes services et mes tarifs. Ouais, alors juste pour revenir sur ce que tu as dit, c'est très important, quelque chose dont les gens ont besoin. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ok, je vais faire ça parce que je suis bon et je sais faire », mais derrière, il n'y a, il y a pas de besoin, quoi. Personne va, même si tu es le meilleur pour faire quelque chose d'inutile, enfin inutile pour une entreprise, je parle, personne va acheter tes services. Donc c'est très très important d'avoir une demande en face. Il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Et juste pour revenir sur la personne, c'est quelque chose de très intéressant. Si tu es bon, par exemple, en marketing digital, d'aller par exemple dans un hôtel et dire ok, moi je vais te monter un compte TripAdvisor, on va te retrouver sur Google, je vais te mettre des avis, je vais te faire un compte Instagram, je vais te l'alimenter. Voilà, où je vais te faire des photos. Exactement, je vais te mettre sur lui, je pense qu'il avait un blog, je vais te mettre sur mon blog où il y a beaucoup de visites, tu vas gagner de la visibilité et en échange de cette visibilité qui va te faire gagner des clients, Exactement. tu loges gratuitement. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. C'était tout à fait ça. Il avait également une chaîne YouTube avec pas mal d'abonnés et donc il faisait des petites vidéos aussi où il parlait de l'endroit qu'il était en train de visiter. Donc ça rajoutait encore à la visibilité pour l'hébergement ou pour l'hôtel ou le lieu en question. Donc ça, c'est une possibilité pour ceux qui écoutent le podcast, qui savent pas quoi faire, mais qui sont forts en marketing digital, par exemple. Et c'est incroyable à quel point ça marche en fait. Parce que bien souvent, on a peur, en fait, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, pour ma part, j'ai peur d'aller aborder les entreprises ou d'aller les déranger. Parce que moi, j'ai ce problème, c'est que j'ai peur de déranger la planète ou les autres. Mais quand on n'a pas ces peurs-là, en fait, c'est très simple d'envoyer un email et de proposer aux gens de la visibilité sur un blog ou sur une chaîne YouTube. Et très souvent, ils répondent par la positive. Ouais, carrément. Moi, sur mon compte Instagram, je pourrais demander des réductions dès que je fais des trucs, mais c'est pas, j'ai pas envie de devoir faire la promotion de choses. Et en fait, par exemple, l'hôtel où je suis là, il est très bien, mais je suis sûr qu'il y a d'autres hôtels qui sont vraiment super. Je vais pas dire celui-là, c'est le meilleur hôtel de Chiang Mai, venez ici, parce que ça me ressemble pas. Ouais. Je peux pas faire la promotion. Je me vois pas comme influenceur. C'est ça. C'est que ça demande en fait en contrepartie à passer du temps. Aussi, de filmer, de faire la promotion, de partager avec son réseau, faire les choses professionnellement parce que ça reste un échange de valeurs, donc ça doit être professionnel. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais donc, ça prend forcément du temps et ça t'enlève un petit peu de liberté sur tes projets. Donc, en effet. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un travail à part entière. Et ça m'intéresse alors de comment tu as trouvé, quelle offre proposer, parce que j'ai eu la question de quelqu'un que j'ai interviewé d'ailleurs sur ce podcast qui m'a dit j'ai envie de devenir nomade digital, mais je ne sais pas quoi vendre. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ce que j'ai fait déjà, c'est qu'avant d'avoir l'idée de mes services, je suis d'abord allée sur Facebook et cette personne, ce nomade digital que je connaissais, m'a donné des noms de groupes, de Facebook Groups. Et donc, je suis allée voir ce qui se passait, voir les métiers des gens, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient.
comment ils se vendaient, comment ils affichaient leurs services. Donc, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui travaillent dans le marketing digital, dans le web design, la création de sites internet, l'assistance virtuelle Ouais, également, qui la est au final rédaction. ce que j'ai choisi, le copywriting, voilà, on peut nommer tout un tas de métiers. Et je savais déjà que j'avais été assistante en France et j'étais aussi coordinatrice d'événements, donc je voulais arriver à allier les deux. Et comme je voulais plus de responsabilités de manière temporaire, je savais qu'être assistante, c'était vraiment ce qui allait me correspondre pendant un temps. Donc, j'ai monté des services d'assistance virtuelle en me spécialisant dans le multilingue, étant donné que je parle français, anglais et espagnol. Ouais, ça, c'est un très gros Ouais, avantage. oui, tout à fait. Spécialisée là-dedans. Et c'est là que j'ai trouvé justement ma niche de clients et que je suis sortie du lot par rapport à d'autres qui font de l'assistance virtuelle monolingue. Ouais. Alors, surtout que en France, on n'a pas trop la mentalité du remote, en fait, du télétravail à 100%. Et Travailler à distance. alors que chez les anglophones ou même les pays nordiques, ça se fait beaucoup plus. Donc, dès que tu arrives à avoir au moins l'anglais déjà, ça te trouve énormément de portes. Et le C'est fait clair. d'avoir l'anglais et le français, bah, toutes les entreprises à l'international, bah, elles adorent ça parce que elles ont des entreprises américaines peuvent avoir des contacts avec des entreprises françaises. Et toi, tu es là, tu dis, OK, Ça. regardez-moi, je suis là. Venez travailler avec moi. Vous cherchez, ne cherchez plus, je suis là. Exactement. Et, et Tout à donc, fait. et donc, tu t'es dit, OK, l'assistante virtuelle, comment tu as procédé pour trouver tes premiers clients, pour te trouver Oui. un tarif? Comment ça s'est structuré, cette partie-là? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je pars du principe que les informations sont toujours disponibles. Je suis partie à la recherche des informations. Je n'ai pas tout créé moi-même et ça ne m'est pas arrivé comme ça. Donc, je me suis naturellement mise en contact avec des réseaux d'assistantes virtuelles, des groupes Facebook, j'ai lu des blogs et naturellement, je suis tombée sur un groupe qui venait de se créer, qui avait déjà un petit peu de contenu et des membres. Et je suis entrée dans le réseau et j'ai pu partager avec énormément de personnes, en fait, et j'ai pu trouver le soutien et toutes les informations dont j'avais besoin. Une fois que j'ai validé que c'était vraiment ce que je voulais faire, j'ai eu la chance, ou la synchronicité, on va dire, de pouvoir participer à un challenge qui est organisé par l'organisatrice, Anna. Et c'était un challenge gratuit de 5 jours qui permettait de suivre en fait ses recommandations, suivre des exercices qu'elle donnait tous les jours et de se rendre plus visible sur Facebook, de créer un site, créer des offres. Et donc, naturellement, le fait d'être avec d'autres personnes qui étaient dans la même démarche, ça m'a permis de réfléchir au coût de mes services, à quel type de service exactement j'allais proposer et surtout la spécificité des services que j'allais offrir. Donc, la niche marketing. Et voilà, tout simplement pour dire que quand on a un projet, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'une fois qu'on a une idée, ce que je recommande à tout le monde, c'est de se mettre en contact avec des gens qui sont dans la même démarche, tout simplement, ou qui sont déjà en poste, mais surtout des gens qui sont en création. Ça soulève beaucoup plus d'énergie et ça permet vraiment d'affronter les journées, de trouver la motivation et les réponses rapidement, en fait, aux questions qu'on a. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais, j'allais dire, et dans les 3 semaines qui ont suivi, j'avais répondu à toutes mes questions. J'avais mon site qui était déjà bien enclenché et je savais où j'allais. Ah, super. C'est vraiment quelque chose que je dis très, très régulièrement. Quand on veut faire quelque chose et quand on suit ses objectifs, il faut s'entourer des personnes qui ont déjà atteint ces objectifs ou qui sont dans le même cheminement et se former. Et Tout à c'est fait d'accord. exactement ce que tu as fait. Et juste avec ça, c'est difficile de rater, quoi. Si tu es motivé, c'est difficile de rater. Et donc là, tu as commencé, là, tu étais en France et tu as commencé à partir en camping-car, c'est ça? Alors, tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir utiliser le camping-car de ma grand-mère. Donc, je suis rentrée en France après le centre de yoga. J'ai vécu chez elle quelques mois parce qu'elle avait des problèmes de santé. Donc, tout en l'aidant, je construisais mon activité. Oui. Et puis, un jour, elle m'a proposé d'utiliser le camping-car pour aller m'aérer. Parce que tel un animal en cage, je tournais dans la maison et je ne faisais pas plus, je ne faisais pas grand-chose.
Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser le camping-car sur un week-end et ensuite, elle m'a dit de l'utiliser en permanence. Donc, je suis partie en trip pendant combien de temps? 5 mois avec le camping-car, avec ma nouvelle vie de nomade et ma nouvelle entreprise fraîchement créée. Et là, tu t'es dit, ah yeah, c'est bon, je suis nomade Ça y digital. est, je suis officiellement digital nomade. Hashtag la vie commence. Et comment ça se passait pour bosser depuis un camping-car, pour trouver des connexions Internet pour bosser? Comment tu Ah, choisissais? c'était assez folklore au départ. Oui, parce qu'il y a tout un tas de choses en fait qu'il a fallu que je prenne en compte et que je découvre sur le terrain. Je ne savais pas conduire un camping-car. Celui-ci faisait 8 mètres. Ouais, c'est pas un petit camping-car. J'ai l'image du camping-car que je voyais dans les campings quand j'y allais, quand j'avais 5 ans, tu vois, les petits trucs, les vieux machins. Mais non, toi, c'était un très beau camping-car. Non, là c'est du gros. C'est les gros camping-cars qu'on voit quand on part en vacances sur la côte ouest, sur la côte basque et tout ça. Ouais. C'est les mêmes camping-cars. Sauf qu'au lieu d'avoir une personne âgée au volant, on avait une jeune demoiselle de 30 ans blonde. C'était marrant. Souvent, les gens me regardaient, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas normal. Et donc, j'ai petit à petit appris en fait à utiliser le camping-car, à le déplacer, à faire des vidanges, à trouver des endroits avec de l'eau. Je me suis organisée pour Internet. J'ai vite réalisé que Internet c'était pas possible, donc je me suis pris des offres, des cartes SIM. En fait, j'avais 2 cartes SIM, une Bouygues et une Free Mobile, pour utiliser Internet et avoir assez de données pour les appels clients, pour être toujours sûr d'avoir une connexion qui tienne la route si la première ne marchait pas. Parce que c'est ça, quand on est itinérant, en fait, bien souvent, on va avoir un bon Internet ici, mais avec une autre carte SIM, ça va pas fonctionner. Donc, j'en avais 2 et c'était très bien. Et même quand on a de la connexion Internet dans des logements, on n'a pas forcément toujours une super Wi-Fi, quoi. Mais c'est pour ça que depuis, j'ai toujours un backup SIM card partout où je vais. Et comment ça se passait alors, tes journées sur la route en camping-car? Alors, les journées sur la route, comme c'était le début de mon entreprise, j'étais en recherche de clients. Et les premiers temps, ce que je faisais, c'est que donc j'étais très présente sur les réseaux sociaux, je recherchais des clients, je parlais autour de moi. J'ai commencé à avoir mes premiers contrats. Donc, je travaillais le matin, principalement. Je faisais ce que j'avais à faire. Et ensuite, je mangeais le midi dans mon camping-car et l'après-midi, je bougeais, j'allais visiter selon les endroits où j'étais. Donc, je me souviens que le premier mois, en fait, je suis partie jusqu'aux Pays-Bas. J'ai fait la France, je suis allée en Suisse, je suis remontée au Luxembourg, Pays-Bas, Belgique, revenir en France. Et donc, voilà, je m'organisais comme ça. Le matin, je travaillais. L'après-midi, je continuais de rouler et j'essayais de trouver une nouvelle localisation le soir même où je pouvais être tranquille, au calme et où j'avais une bonne réception pour pouvoir travailler le matin. Et ensuite, les mois qui ont suivi, je me suis posée, je crois, 2-3 mois sur la côte ouest, vers Biarritz, Ouais. où là, je suis restée dans une aire de camping-car pendant un petit moment. Non, ou attends, ça, c'était l'année d'après. Ah, je me mélange. Non, je crois que je n'étais pas dans une aire de camping-car. Je bougeais tous les 2 jours. Ah, voilà, c'est ça. Je bougeais tous les 2 jours parce que je voulais pas rester dans une aire de camping-car avec des personnes âgées et puis des camping-cars de partout. J'estimais que la liberté, il fallait avoir une belle vue dès le matin avec la plage ou quelque chose en nature. Donc, j'ai fait ça. Mais ça a été très, très fatigant parce que bouger tous les 2 jours et avoir la responsabilité d'un véhicule pareil, Ouais. c'était dur, compliqué en création d'entreprise, plus gérer la logistique, c'était énorme. Ouais, alors ça, Mais je l'ai fait. c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on se lance dans le nomadisme digital. C'est au début, on veut aller vite, on veut voir un maximum de choses, mais on est C'est tous ça. pareils, on bouge, on Au bouge. début, on n'a pas de limite. Et au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais attends, j'arrive pas à bosser, j'arrive pas à être productif, et on commence à ralentir. Et, C'est ça. mais c'est normal, tout le monde le fait, et ceux qui écoutent, qui vont se lancer dans le nomadisme digital feront exactement pareil, c'est normal. Mais on a besoin d'expérimenter les choses soi-même. Ouais. Et justement, je me suis demandé, pour quelqu'un qui était peut-être sujet au burn-out, est-ce que le fait au final, tu crées ton entreprise et tu te rajoutes quand même des bâtons dans les roues, parce que déjà, créer une entreprise en ayant un bureau ou en étant chez soi tout le temps,
c'est déjà pas évident. Ouais. Mais le fait de rajouter le voyage à côté, donc on se rajoute, il faut trouver des endroits pour manger, il faut trouver des endroits, donc toi, pour C'est faire tout. les vidanges de ton camion, tu te rajoutes des contraintes, en fait. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment, oula, au final, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que je vais réussir à le compenser avec le côté positif de découvrir de nouvelles choses? Comment ça s'est passé, ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à ça parce que j'avais pas du tout conscience du temps qu'il fallait pour s'occuper d'un véhicule. Donc, je suis partie, la fleur au fusil, la liberté les cheveux dans le vent, et je n'ai même pas réfléchi en fait, parce que j'avais soit le choix de reprendre un appartement temporairement en France, ce qui ne m'enchantait pas du tout, Ouais. parce qu'on connaît bien les démarches administratives, c'est toujours très compliqué, mais ça prend du Mmh. temps. Ou soit utiliser ce camping-car, mais j'avoue qu'il y avait peut-être un peu d'inconscience, et c'est après coup que je me suis rendu compte que ça prenait énormément de temps. Et voilà, donc j'étais lancée. Donc au fur et à mesure, j'ai adapté en fonction des besoins et du temps où j'avais besoin de repos et de moins bouger. Mais en effet, si j'avais su à l'avance, je l'aurais peut-être pas fait. Quoique, non, en y réfléchissant, je l'aurais fait quand même, je pense. En fait, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'aller explorer, de voir par moi-même. Donc même si on me dit attention, Ouais. d'accord, j'entends, mais je vais quand même aller voir si pour moi, il faut faire attention. Ouais, je comprends. Ouais. C'est quelque chose Voilà. que je conseille pas mal à ceux qui se lancent, c'est vraiment commencer son activité. Ouais. Ceux qui sont par exemple, je sais pas, en CDI ou qui ont un travail fixe et qui veulent se lancer dans le nomadisme digital, c'est de commencer leur activité alors qu'ils sont stables. Parce qu'au début, tu vas avoir énormément Je de suis d'accord. travail sans avoir forcément les résultats. Et donc, commencer vraiment son activité. Et quand on commence à avoir des clients, à avoir quelque chose qui tourne, là, on peut quitter la sûreté de son travail, de son CDI et partir à l'aventure en quelque sorte. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord et je confirme, c'est beaucoup mieux parce que moi, ça m'a beaucoup fatiguée aussi. Euh, je n'avais pas pris en compte pas mal d'aspects, et c'est vrai que quand on lance son activité, on a tout un tas de choses sur lesquelles il faut travailler. Et ce n'est pas seulement le développement de son travail, de son activité, de la création du site internet, les premiers clients, le travail, c'est aussi tout ce qui est lié au mindset, le fait de passer de l'état d'esprit d'employé à auto-entrepreneur. Ça n'est pas du tout la même chose. On se retrouve avec des responsabilités différentes, avec des détails supplémentaires à régler, toute la comptabilité à gérer alors qu'on n'en a jamais fait, un Ouais. site internet sur WordPress à créer alors qu'on n'a jamais fait un site internet, des questions des clients, des nouvelles activités à apprendre en fait pour bien travailler pour nos clients. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Plus la motivation, plus les doutes. Est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent? Tout ce qui est se rassurer aussi et se faire confiance. Ouais. Donc c'est vrai que moi aussi je conseillerais à tous ceux qui veulent qui veulent se lancer d'attendre un petit peu, au moins quelques mois. Ouais. C'est plus sûr, on va dire. Oui, Tu te retrouves en fait au four et au moulin. T'as le travail, t'as aussi trouver des clients, faire la comptabilisation derrière. Enfin, ça ça peut être énormément de travail. Et déjà pour un c'est entrepreneur qui se énorme. lance et qui ne voyage pas, c'est pas évident. Donc de rajouter le Mm. voyage, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. J'aimerais qu'on Ouais, revienne un peu sur donc c'est vrai, c'est épuisant. dans la suite de ton livre. Donc tu as vraiment la partie romancée où tu t'expliques ton cheminement, un peu ton histoire. Et Mm. après, tu parles vraiment, on rentre plus dans une partie dev perso, où tu expliques les choses que t'as appris, que tu as découvert, qui t'ont aidé à sortir de cet état de dépression. C'est ça. Alors moi, le dev perso, je disais toujours, non, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Et jusqu'à ce que je commence mon compte Instagram, où je me suis sur mon compte Instagram, j'ai partagé des pépites, des choses qui m'ont fait évoluer, des choses que j'ai Ouais. appris et qui m'ont fait passer un step, une marche supérieure, quoi. Et je me suis rendu Mm. compte que c'est énormément de dev perso, alors que je me disais, je n'aime pas le dev perso. Et en fait, toutes les choses qui te permettent d'évoluer, de devenir une meilleure personne, bah, c'est des concepts de dev perso au final. Et, C'est exactement ça. et toi, comment tu as appris ces concepts-là? Comment tu les as appliqués? Est-ce que tu peux nous partager aussi quelques concepts qui peuvent aider les personnes à mieux se comprendre
et à sortir de cette situation de dépression éventuellement. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le développement personnel, c'est un grand mot. On l'utilise beaucoup. C'est devenu très tendance ces dernières années. Mais il ne faut pas rester bloqué sur ce mot-là. Il faut vraiment comprendre ce que ça englobe. Et ce que ça englobe, c'est quoi? C'est des mots, des notions, des méthodes, des techniques pour tout simplement se comprendre davantage. Et par conséquence, être plus heureux dans la vie. Parce que plus on apprend à se connaître, en fait, et plus on a des outils pour être heureux et pour se juger moins. Donc, j'ai écrit les 2 derniers chapitres, on va dire vraiment plutôt le dernier chapitre, entièrement sur du développement personnel et ce que j'ai appelé la transformation intérieure. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, le burn-out n'était pas le problème. C'était pas le travail, mon problème. Mon problème, c'était mon manque de structure, mon manque de limites. Le fait que je ne savais pas dire non et que donc je ne disais jamais non au travail comme dans ma vie perso. Et surtout que je n'avais jamais appris à m'aimer. J'ai découvert ce que c'était l'amour de soi. Ouais, avec l'enfant intérieur, c'est ça? Exactement. Alors, c'est un concept que moi, je ne connaissais pas du tout. Si tu peux nous en parler en quelques mots pour expliquer ce Oui. concept d'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, c'est notre être intérieur, c'est la partie la plus innocente de nous. Et dans notre société occidentale, en fait, on a oublié que cet être intérieur existe encore. En Orient, on parle beaucoup de l'être intérieur, de la conscience, de notre énergie vitale. Il y a plein de mots, en fait, pour nommer ça. Moi, j'ai gardé le mot enfant intérieur parce que je trouvais que ça me parlait personnellement beaucoup plus. Et en fait, cet enfant intérieur, c'est un enfant qui a entre 3 et 7 ans. Et c'est nous, tout simplement, à cet âge-là. Mais ce qu'on a oublié en grandissant et en devenant adulte, c'est que cet enfant vit toujours en nous. Et qu'en fait, on a le devoir de le protéger. Et cette méthode de l'enfant intérieur m'a beaucoup aidé à me reconnecter à moi-même, en fait, à mes émotions et à mes sentiments. Et j'ai appris, en fait, à dialoguer avec moi-même en dialoguant avec cet enfant intérieur, en lui posant des questions. Comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'as pas envie de voir cette personne? Et ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux et de me reconnecter, en fait, à mes sensations, aux sensations de mon corps, à ce qui se passait dans ma tête. Et c'est pour ça que pour le burn-out, c'est vraiment une technique que je conseille à tous ceux qui ont besoin de sortir du burn-out, qui se sentent dépassés et qui n'arrivent plus à se connecter à eux-mêmes, à savoir ce qu'ils pensent ou ce dont ils ont envie. C'est d'utiliser cette méthode-là. Il y a plein de bouquins, il y a même des gens qui peuvent les accompagner en coaching. Au final, tout simplement, cet enfant intérieur, ça permet de se reconnecter à l'amour de soi et à redévelopper du respect pour soi, des limites saines et l'écoute de soi, tout simplement. Ouais, on voit bien par rapport à versus ce que tu disais tout à l'heure, où tu étais en mode robot quasiment, où tu te levais le matin, tu pensais même plus, quoi. C'était ton corps qui faisait les tâches qu'on lui demandait, et tu bossais. Et là, c'est vraiment se recentrer sur soi et se comprendre et comprendre ses émotions aussi. C'est quelque chose qu'on fait pas mal en méditation. Fatigué, accepter qu'on ne se sente pas bien. Ouais. Tu parles aussi de méditation dans cette partie-là. Moi, la méditation, alors c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement, c'est quelque chose que j'ai fait ponctuellement, on va dire, où j'ai eu une période vraiment compliquée au niveau des émotions. Et tu sais, quand tu as des choses qui vont pas dans ta vie, tu peux rien faire pour que ça s'améliore. Et tu te rabâches sans cesse, ça va pas, ça t'empêche de dormir, t'es pas bien. Et en fait, le fait de faire de la méditation, et moi, c'était tout simplement de la méditation guidée que je faisais avec des applications comme Mind, des choses comme ça. Et en fait, d'accepter ces émotions, se dire, OK, elles sont là, je peux rien faire forcément pour les contrôler, elles sont là, c'est un fait, je peux les regarder, je peux dire, OK, pourquoi c'est ça, essayer de comprendre pourquoi elles sont là. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pendant une période. Et une fois que ces émotions négatives sont passées, j'ai réussi à les absorber. Je suis OK, je passe à autre chose. Et je pense que je sais que la méditation, c'est une technique que je peux utiliser maintenant. Et j'ai d'autres choses négatives, je pourrais les réutiliser. Il y a plusieurs manières, en fait, de faire face à ces émotions. Ouais. Et c'est ce que j'explique, en fait, dans cette partie-là. J'explique des notions simples, en fait, pour qu'on remette les définitions là où elles sont, parce que souvent, on entend parler de certains mots, mais on ne sait pas exactement ce que c'est.
Et j'explique que les émotions, en fait, déjà, elles sont différentes des sentiments. Une émotion, c'est quoi? C'est comme une réaction, en fait, un réflexe qui est la conséquence d'un stimuli extérieur. Donc, par exemple, on va te dire, tu es au travail, et on va te dire, est-ce que tu peux faire ça pour demain? Je sais que tu es occupé, mais j'en ai besoin. Et ça va être cette colère ou cette frustration qui va monter, qui va durer quelques secondes, voire une minute, où on n'est pas bien, on sait que ça ne le fait pas, et on répond oui. Et ensuite, donc ça, c'est l'émotion, c'est temporaire. Et ensuite, on va avoir un sentiment de frustration qui va durer dans la journée, parce qu'on aura dit oui, avec des pensées qui seront liées à cette émotion, en fait, et à ce sentiment, des pensées qui vont nous rappeler plusieurs fois dans la journée « j'ai pas envie de faire ça, pourquoi j'ai dit oui, mais il a abusé, je le déteste ». Et voilà. Et le fait de comprendre ça, ça permet de comprendre aussi que pour aller mieux quand on est en burn-out et même dans la vie en général, il faut exprimer ses émotions. C'est très, très important. Et il faut les laisser sortir. Alors, soit de manière orale, soit en pleurant, soit en parlant à quelqu'un, un ami, un psychologue, ou soit comme tu le fais avec de la méditation. C'est très, très libérateur aussi, mais ce qui est très important à faire, c'est vraiment de libérer ces émotions-là et de ne pas les stocker dans le corps. Parce qu'en fait, comme je l'explique, elles restent stockées dans le corps. Ça s'accumule. Et ensuite, c'est pire. Ouais. C'est un peu le concept de la grenouille aussi, qui, voilà, t'encaisses et t'exploses. C'est ça. Sauf qu'après, quand t'exploses, tu fais pas du mal aux autres, tu te fais du mal à toi. Exactement. Ouais. Donc, dans cette partie-là, dans cette partie dev perso, là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'était des concepts que j'en avais entendu parler, mais c'était un peu vague pour moi. Et j'ai appris beaucoup de choses, donc c'est très intéressant. Et je suis sûr que je pourrais aller récupérer des petits tips en y retournant, en me disant voilà, ça, voilà, j'aimerais bien aller réétudier un concept où il y a quelque chose qui va pas sur le plan émotionnel. Je pourrais retourner dans le livre pour me dire ok, alors voilà, il y a quelques techniques, ou même tu partages des livres, des lectures que tu as eues aussi. Exactement. En fait, oui, j'ai vraiment partagé dans ce chapitre-là tout ce que j'ai compris, en fait. Tous les enseignements que ça m'a donné. Et je partage un certain nombre de livres, certains titres de livres, dont par exemple, dans la partie où je parle du fait de se reconnecter au moment présent pour sortir de notre souffrance. Je parle du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est un livre que j'ai lu il y a 2 ans et qui a été transformateur, révélateur. Tu sais, il y a des livres dans la vie qu'on lit et c'est vraiment des livres qui restent des piliers de notre vie. Et quand on les lit, on se dit « Waouh, ça, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça ». Et celui-ci, c'est vraiment un livre à garder, à relire, à re-relire, à réinterpréter à nouveau. Plus on évolue dans la vie et plus on grandit. C'est un trésor d'informations. Je mettrai bien aussi dans la description. Voilà, le pouvoir du moment présent, savoir comment se guérir, en fait, comprendre que notre mental, si tu veux, c'est un magnifique outil. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas l'utiliser, ça devient très destructeur. Parce qu'en fait, souvent, on ne nous apprend pas dans notre société à calmer notre mental, à comprendre nos émotions, à les exprimer, à les relâcher. Donc, en fait, il faut tout apprendre par soi-même. Et c'est très important de comprendre le fonctionnement du mental et que des fois, il part un peu en mode singe fou et qui devient qui prend le contrôle en fait de nos vies. Et ce qui crée en fait des pensées négatives, ce qui crée de la dépression, des questions existentielles qui reviennent, qui finissent de nous achever en fait parce qu'on n'a pas forcément les réponses. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, par exemple, grâce à la méditation et au yoga, c'est calmer son mental pour retrouver un état de sérénité et de paix intérieure. Donc, ce livre, pour se reconnecter à l'instant présent, c'est vraiment très, très important parce que c'est le début, en fait, de la solution. Pour tous ceux qui sont empêtrés dans leurs pensées, empêtrés dans leur schéma et qui n'arrivent pas, en fait, à calmer cette voix qui revient tout le temps. Sous plusieurs formes, cet auto-sabotage
que l'on se crée, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le mental fonctionne tout seul en gros livre. Donc, comme un muscle, comme je l'ai dit dans le livre, tel un muscle que l'on doit apprendre à chauffer et à entraîner, le mental, c'est exactement la même chose. Mm. C'est un muscle qu'il faut apprendre à calmer. Ces livres, c'est une pépite. Donc, et est-ce que tu lisais beaucoup déjà avant cette période où tu as commencé à lire ce genre de livre parce que tu sentais que tu avais un besoin de te Oui. Alors, avant de tomber en burn-out, je lisais pas du tout. J'avais pas le temps. Mais quand je me suis retrouvée avec davantage de temps, j'ai commencé à lire et j'ai dévoré beaucoup de livres. J'en aurais d'autres aussi à recommander. Par exemple, un livre que je peux recommander juste après Le pouvoir de l'instant présent, c'est un livre de Liv Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Ça parle de la blessure d'abandon, la blessure de trahison, de rejet, d'injustice et une autre blessure. Et c'est vraiment capital de comprendre ces choses-là pour comprendre comment on fonctionne intérieurement. La blessure de trahison, je crois, la dernière. Et donc, ça, c'est vraiment en lisant tous ces livres que tu as réussi à sortir de cet état, à te guérir un peu parce que tu peux aller voir des psychologues. Enfin, je sais pas si Exactement. des choses que tu as faites ou tu as vraiment eu ce travail sur soi à travers les livres. Alors, j'ai essayé de voir une psychologue en Nouvelle-Zélande, mais le problème, c'est qu'elle ne parlait pas français. Donc, c'était très difficile de mettre des mots, d'exprimer les choses dans une autre langue, parce que chaque mot est puissant. Et c'est vrai que quand tu dis un mot en anglais, ça n'a pas du tout la même empreinte que quand tu le dis en français. Ouais. Donc, j'ai pas pu consulter quelqu'un qui parlait français, donc j'ai vu personne. Et ces livres m'ont permis de mettre du sens sur des questions que j'avais, et petit à petit de recoller les informations, de regrouper les informations entre elles et de comprendre ce que j'avais pas bien fait, ce que j'avais pas compris dans la vie. D'accord. Donc oui, c'est vraiment mes lectures et mon sens, my common sense, qui a fait que j'ai écrit tous ces paragraphes. Et comme tu le disais, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Le fait d'écrire des posts sur ton compte Instagram qui soient liés, en fait, des posts de développement personnel, mais qui soient tous liés à ce que tu expérimentais à ce moment-là, eh bien, c'est très intéressant parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'on évolue avec nos souffrances et nos leçons, bien sûr. Et ce chapitre-là de la transformation intérieure, je l'ai écrit au fur et à mesure que je passais des étapes de compréhension. Comme j'avais besoin de me connaître, de mieux comprendre ce qu'étaient les émotions, l'instant présent, le yoga, la méditation, les limites saines, comment les établir, ce sont des choses que j'ai recherchées moi-même pour ma propre connaissance et qui font qu'en fait, une fois que j'ai intégré l'expérience et la compréhension de toutes ces notions-là, ensuite, j'ai pu être capable d'en parler. Et c'est pareil pour... voilà, quand on écrit sur un sujet, en général, on recherche, on essaie de comprendre pour soi. Et ensuite, on ressent le besoin de partager ce qu'on a compris avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que je l'ai écrit. Ouais, c'est ça. Tu digères l'information et tu la retransmets à ta façon derrière. Et justement, comment t'es venu le besoin peut-être ou l'envie d'écrire ce livre? Est-ce que c'était une façon, c'était un processus de reconstruction ou c'était une sorte de remède? Pourquoi et comment tu l'as fait? Alors, je n'avais pas pensé que j'allais écrire un livre dans ma vie et encore moins sur mon histoire. Parce que à la base, je suis quelqu'un d'assez... je garde les choses pour moi. En fait, je ne parle pas forcément beaucoup de moi. Et là, c'était assez délicat de mettre tout, de parler ouvertement en fait de tout, sans tabou, sans retenue. Il n'y a pas un détail qui est faux, il n'y a pas un détail qui a été sublimé. C'est vraiment la vérité. Et c'est venu en fait quand j'étais en Colombie l'année dernière. Je me suis retrouvée 2 semaines dans une plantation de café. Et j'ai eu le temps de prendre du temps pour moi. Et j'ai regardé mon journal intime et je me suis aperçue que j'avais écrit énormément pendant cette période en fait de dépression. Et j'avais toujours encore des épisodes de dépression en moi. Et je me suis dit que si je partageais mon histoire, ça aiderait certainement d'autres personnes en fait à aller mieux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'écrire, à mettre les chapitres bout à bout en reprenant des passages, en écrivant d'autres et en toujours me concentrant sur le lecteur, sur la personne qui lirait ce livre après moi. Et ça a été, sans m'en rendre compte, en fait, ça a été une thérapie. Ça m'a fait énormément de bien. Je crois que j'ai couché des mots que je n'avais jamais sortis de ma bouche.
Ils sont dans ce livre. Donc voilà, ouais. C'est en essayant d'aider les autres, en fait, que je l'ai écrit. Vraiment. Et quand tu as commencé à écrire, tu pensais que c'était quelque chose que tu faisais pour toi ou plus pour les autres? Alors, je le faisais pour… en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'écrivais comme si je parlais aux autres. Ouais, Mais je n'avais pas encore eu l'idée de le publier ou même d'écrire un livre. J'écrivais parce que ça me faisait du bien, tout simplement. d'accord. C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'écrire, en fait, ça permet de relâcher ses émotions et vraiment de se faire du bien. Et j'écrivais en m'adressant à d'autres personnes, comme s'il y avait des lecteurs. Et finalement, je me suis dit, attends, mais pourquoi pas partager cette histoire? Parce que je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens. Quand j'ai Carrément. commencé à en parler autour de moi, quand j'ai commencé à accepter que j'étais en burn-out et que les choses devaient changer et que j'ai commencé cette transformation intérieure petit à petit, je me suis ouverte et j'ai commencé. Les gens me posaient la question, ah oui, tu avais fait un burn-out, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça s'est passé? Comment tu as fait? Et plus je me suis mise à en parler, plus je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient vécu un burn-out et qui n'en avaient jamais parlé. C'est Je un pense, sujet dont les gens veulent apprendre et qu'on le vive soi-même ou que ça soit un membre de la famille. C'est vraiment un sujet dont il faut parler, en fait. parce que je pense que c'est quelque chose, le burn-out, quand tu le vis, tu dois te sentir un peu en situation d'échec ou te sentir faible. Et Ouais, comme déjà, les personnes qui sont plus sujettes sont des personnes qui gardent tout pour eux. Et tu as peur du regard des autres. Tu vas pas dire aux autres, bah non, je me sens pas bien à cause du travail, je suis en dépression. C'est très, très dur de l'accepter, je exactement. pense. Et tu te renfermes encore C'est plus pour sur ça toi. que j'ai un chapitre, un paragraphe dans le livre qui dit que pour guérir, déjà, il faut reconnaître qu'on est en dépression. Ça, c'est Ouais, la première étape, reconnaître et l'accepter. Mais après, le dire à quelqu'un ou en parler, c'est encore plus dur parce que ça te met face à tes propres démons, à ton image de toi-même. Et on n'a pas appris à être faible et vulnérable. Et on vit dans un monde où on nous demande d'être fort et productif. Donc, c'est très difficile de l'admettre et de le dire. Une fois qu'on dépasse cette étape-là, en fait, ça va beaucoup mieux très rapidement. Et on se rend compte qu'en fait, les gens comprennent et qu'il y a beaucoup de soutien qui arrive autour. Mais, ouais, c'est sûr. ouais. C'est sûr, alors qu'on est toujours à se comparer aux autres, et quand tu vois sur les réseaux sociaux, tout le monde montre le plus beau de sa vie. C'est ce que j'ai mis dans un post. Il faut pas comparer son arrière-boutique avec la vitrine des autres. Et c'est ce qu'on C'est fait tout clair, le temps. C'est ce qu'on c'est fait tout clair. le temps, alors qu'au final, on a tous nos faiblesses et tout le monde peut comprendre ce qui peut nous arriver, quoi. On a naturellement peur de se soumettre au jugement des autres, en fait. Ouais, Parce que c'est ça, le fait d'admettre qu'on est vulnérable, qu'on a peur, qu'on a des doutes ou qu'on ne sait pas où on va. On a toujours peur de cette image qu'on peut renvoyer, de ne pas être parfait, de ne pas être beau, de ne pas être ce que l'on attend de nous, ouais, tout simplement. exactement. Et c'est vrai que ça, c'est une énorme pression. Moi, j'ai appris à ne plus, en fait, me laisser maîtriser par cette pression-là. Et maintenant, j'accepte d'être vulnérable. J'accepte que je ne suis pas parfaite. J'accepte que je peux être en retard. J'accepte que j'ai vécu une dépression. Et Et, c'est vrai que ça va beaucoup mieux dès qu'on accepte, en fait. Parce que je ouais, crois que c'est vraiment la clé, l'acceptation. Enfin, ça ouais. l'est. L'acceptation de qui on est, de ce qu'on a vécu. Et celui qui n'est pas capable de le comprendre, eh ben, tant pis. Il y en a plein d'autres qui peuvent. Et tu dis dans ton livre, le processus de guérison, c'est quelque chose qui est vraiment très très long. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, OK, je suis complètement sorti de la dépression? Parce que j'imagine que voilà, tu t'en sors, tu as des hauts, des bas, et peut-être que les bas sont Ouais, de moins en moins bas, on va dire, mais tu as toujours des ouais. périodes un petit peu de questionnement, des périodes où tu es un peu moins bien. Est-ce que tu Mm. peux dire aujourd'hui, OK, j'en suis complètement sorti, c'est derrière moi, je suis passé à autre chose, ou pas complètement? Alors, j'ai réalisé il y a quelques mois seulement, c'est en écrivant le livre il y a quelques mois que je me suis rendu compte que enfin, j'avais l'impression d'être toujours en dépression parce que j'avais des hauts et des bas émotionnels. Et je me disais à chaque fois que quand je retombais, c'était la dépression qui revenait. Parce que c'était toujours très puissant et difficile à gérer. Mais je me suis rendu compte en fait que ce n'était plus de la dépression ou des épisodes dépressifs. C'était tout simplement les hauts et les bas de la vie. Ouais, Et comme je le disais au début et comme je le dis dans le livre, je fais partie de cette catégorie de personnes sensibles, donc très empathiques, où
quand quelqu'un me dit quelque chose, je vais naturellement ressentir ce qui se passe dans sa vie, ressentir ses émotions, même prendre ses émotions, alors que je n'ai pas Ouais. besoin de le faire. Ouais, très Mais empathique. je vis ce que vit l'autre, voilà. Et tout simplement, dans mon monde, dans ma réalité intérieure, j'ai des hauts et des bas parce que je suis très passionnée, parce que je fais les choses à fond et que c'est tout simplement un trait de ma personnalité. Mais c'est ce que j'ai appris avec le temps. Donc maintenant que je sais ça, alors oui, je suis sortie de la dépression, mais non, je ne relâche pas les efforts. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je relâche les efforts, ça veut dire que j'arrête d'être attentive, d'écouter mon corps, de faire attention à ce qui se passe dans mon mental. Donc en fait, ça demande aujourd'hui au quotidien une attention régulière. Alors pas chaque minute, mais à chaque fois que j'ai une émotion ou que j'ai quelque chose qui m'arrive ou un événement, je me pose la question, attends, comment tu vas réagir à ça? Et depuis que je suis plus consciente en fait davantage consciente de ce qui se passe en moi, ça me permet de réagir de manière équilibrée et beaucoup plus posée en fait. Donc je continue j'ai une routine matinale par exemple le matin où je fais de la méditation. C'était ma question, ouais. Voilà, je me lance dans la journée où je fais attention à certains points, je scanne mon corps, je me demande comment je me sens, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis énervée, est-ce que je suis triste, est-ce que j'ai envie de pleurer. En fonction de ça, j'adapte ma journée. Je vais y aller doucement, je sais que je vais pouvoir être plus productive dans d'autres jours. Certains jours, je vais éviter de voir certaines personnes parce qu'il y en a qui demandent trop d'énergie, trop d'attention, ou qui me poussent trop dans mes limites et que si je me rapproche trop de mes limites, ça le fait pas. Donc, je reste vraiment équilibrée, je fais attention à moi. Et voilà, mais j'ai remarqué que c'est pour beaucoup de personnes la même chose. Hein. Une fois qu'on a vécu la dépression, on a 50% de chances de retomber plus rapidement dedans. Ouais. Donc, ça veut dire que si on arrête de faire attention à soi, on replonge dans ces mauvaises habitudes. J'ai une petite question que j'aime bien, j'ai deux petites questions que j'aime bien poser. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote de voyage? Une anecdote de voyage. Tu veux dire une anecdote positive ou une anecdote challenging? Ce que tu veux. Ouh là là. Une anecdote de voyage. Je pourrais en avoir plein. Celle-ci déjà, celle-ci avec ce conférencier international, je l'ai rencontré il y a un mois à Bali. En fait, c'est quelqu'un qui est incroyable. C'est une force de la nature. C'est un homme qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes. Et depuis tout petit, il est né comme ça. Il est en fauteuil roulant et il marche en fait sur le sol très différemment. Et on a eu une connexion instantanée. Et on s'est très très bien entendu. Je l'ai rencontré sur une piste de danse lors d'un ecstatic dance à Bali dans un centre de yoga. Donc il dansait. Et de là, c'est créé une amitié en fait. Et c'est dû à ça en fait qu'il m'a proposé de le rejoindre, d'aller avec lui aux États-Unis et de le suivre dans son tour de conférence, parce que je lui ai dit que je voudrais à terme parler de développement personnel, de plein d'autres choses sur scène, de faire des conférences. Et comme j'en ai deux en fait qui sont organisées, une en novembre, une en décembre, les deux premières. Du coup, en fait, il m'a proposé de le suivre pour apprendre le métier. Donc voilà, ça, je trouve que c'est déjà une histoire pas mal. C'est super. Je l'ai suivi. Les rencontres, en fait, on a tous des opportunités dans la vie. Il faut juste savoir les saisir quand elles se présentent, quoi. C'est ça. Oui, et puis surtout, faut arriver à maîtriser ses peurs. Ouais. Faut arriver à les mettre en sourdine parce que c'est vrai que ça a soulevé pas mal de peurs de mon côté. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois y aller? J'ai d'autres projets en cours. Oui, mais en même temps, c'est aligné à ce que je veux faire. Et combien ça va me coûter? Finalement, ça m'a pas coûté beaucoup. Plein de sujets, plein de questions en fait qui font qu'on peut très vite se dire non, attends, j'avais pas prévu, je vais pas y aller. Mais non, j'ai bien fait d'y aller. C'était vraiment incroyable. C'était une expérience humaine indéfinissable, très difficile à expliquer. Et je pense qu'en fait, à force de sortir de sa zone de confort, ça devient beaucoup plus facile d'en sortir. Et moi, je sais que là, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire un salon professionnel à Dubaï. Je vais parler, j'ai jamais fait de salon de ma vie. Je vais parler en anglais pendant une semaine, alors que je parle anglais, je suis pas un grand bavard.
Et c'est quelque chose, tu m'aurais dit de faire ça il y a 2 ans, mais je t'aurais dit non, mais catégoriquement, et je serais parti en courant, tu vois. Et là, je pars dimanche et j'ai aucun stress, zéro stress, parce que je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Enfin, je vais bafouiller, quelqu'un va me faire répéter parce qu'il n'a pas compris quelque chose, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin, rien, quoi. Donc, j'y vais, quoi. Rien, rien. Il n'y a aucun danger. Le seul danger, c'est celui de la peur de ne pas être à la hauteur. Ouais. Et en fait, c'est juste une peur. Quand on revient à l'instant présent, c'est vraiment, comme je le dis dans le livre, c'est vraiment là qu'on trouve toutes les réponses et toutes les solutions. Ouais. Donc, il faut arriver à rester calme, serein, méditer, ne pas se projeter dans un futur potentiel qui n'existe pas, dans lequel on ferait les choses mal, dans lequel on ne serait pas assez, dans lequel on trouve toujours plein de choses. Ouais, on pense toujours au pire qui va nous arriver, mais pas au meilleur. Quand on prend les choses et qu'on les accepte, c'est ça. Et en fait, il faut tout simplement apprendre à ne plus y penser. Puis quand on a compris la dynamique de l'évolution et du fait de sortir de sa zone de confort, comme tu dis, en effet, après, ça devient mais de plus en plus facile. Après, ça devient limite un trait de caractère. Moi, c'est devenu un trait de caractère. Oui, c'est vrai. Et même, on s'ennuie quand on reste toujours dans nos zones de confort au bout d'un moment. C'est ça. On a besoin d'explorer. C'est pour ça que j'ai un peu peur de rester 6 mois à Bali. Je te comprends. De retrouver une petite routine. Non, mais c'est vrai que c'est presque la routine qui me fait peur. Moi aussi, l'année prochaine, on va se poser plusieurs mois en Espagne. Est-ce que je vais pas péter un plomb et prendre un billet d'avion pour partir à l'autre bout du monde? Je ne sais pas. Mais c'est ça. Mais à nouveau, tu sais, à nouveau, ça nous ramène au mental, au fait qu'il croit toujours avoir raison, il croit penser qu'on va s'ennuyer, il croit penser que ça ne va pas le faire. Donc, faut revenir à de la méditation simple pour annuler ce genre de pensées, tout simplement, parce qu'on peut les annuler. Parce qu'elles sont pas rationnelles. J'ai une autre question que j'aime bien poser. Imagine-toi dans 50 ans, qu'est-ce qui te ferait dire « Ok, j'ai réussi ma vie ». C'est une très bonne question. Alors, tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai écrit ce livre, je me suis vue en fait parler, je me suis vue grand-mère avec des petits-enfants tout autour de moi et je me suis vue leur raconter mes histoires, mes aventures, ma compréhension de la vie, ma compréhension des principes de la joie, de l'amour, de plein d'autres choses. Et avec cette dépression et cette histoire de vie que j'ai, je sais déjà que pour moi, le succès, il est intérieur. Ce ne sera pas les valeurs matérielles ou l'argent sur mon compte bancaire ou le nombre d'activités que j'aurai à mon actif qui fera mon bonheur et qui fera que j'aurai réussi ma vie. Ce sera plutôt le degré de connaissance de moi-même, en fait. Et ce sera ma contribution au monde et le fait d'avoir aidé d'autres personnes, en fait, à mieux se comprendre ou à avancer dans la vie qui fera que je serai vraiment contente. Et je pense que je vais dédier ma vie à ça. D'accord. À partager à travers mes expériences pour aider d'autres personnes à mieux se découvrir et se comprendre. Et donc, pour ceux qui veulent suivre justement tes aventures et l'avancée de tes livres, être les premiers à savoir quand est-ce qu'ils vont sortir, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux et sur Internet? Alors, on peut me suivre sur Instagram, Steph the Nomad. Et là, je parle de plein de choses, de mes voyages, de développement personnel, d'autres choses. J'ai commencé à faire des vidéos aussi. Et j'ai aussi une chaîne YouTube que j'ai créée il y a quelques mois qui va bientôt prendre forme. Et là, on peut me trouver sur Stéphanie Desquer, une vie de nomade, soit sur cette chaîne YouTube ou soit sur mon blog stephaniedesquer.com. Super. Voilà, avec plein de belles choses à venir, des conférences, un autre livre et encore un autre et encore un autre et je ne sais pas quand ça s'arrêtera. Le plus tard possible. Le plus tard possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous à travers ce podcast. C'était un vrai plaisir de partager avec toi. Merci à toi, Joris, d'avoir lu mon livre. Ouais, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de le lire et de m'avoir donné ton feedback. J'en ai eu quelques-uns déjà, mais là, c'est encore plus intéressant parce que tu fais un très beau travail et donc ça me fait plaisir que tu aies pris le temps d'étudier tout ça. Merci à toi. Et d'ailleurs, tous ceux qui vont lire son livre, n'hésitez pas à mettre des avis sur Amazon. C'est très, très, très important. Un maximum d'avis sur Amazon.
Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Tu retrouveras dans la description tous les liens que nous avons abordés dans la discussion. Et n'hésite pas à interagir avec le podcast, à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, à mettre 5 étoiles selon la plateforme où tu l'as écouté. Ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast au plus grand nombre. Et n'hésite pas à t'abonner vraiment si tu veux écouter à nouveau les prochains podcasts où j'interviewerai des nomades digitaux et aussi des grands voyageurs. Pour ma part, tu peux me retrouver sur Instagram principalement à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneurnomade.com. Tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit Libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital. À très vite.